L'histoire mouvementée de la Réunion, ces décors volcaniques sous-marins et terrestres fascinent depuis toujours les chasseurs de trésors. Dans leur quête du Graal, ils ont fini par se créer un univers à part, un monde rempli de signes mystérieux, de cartes anciennes et de marques indéchiffrables pour le commun des mortels. De génération en génération, il se raconte ici l'histoire d'un trésor caché par un pirate français. Avant de mourir à La Réunion en 1730, Olivier Levasseur aurait laissé un manuscrit parsemé de signes ésotériques, un genre de carte au trésor et une source intarissable de fantasmes. Vous auriez un trésor, franchement, vous le cacheriez ici? À la barre de son voilier, l'historien Olivier Fontaine nous entraîne au large de Saint-Denis, dans le sillage du pirate Levasseur. Ce marin fait partie de la confrérie des gens de mer. Stevenson, Edgar Poe, en matière de piraterie, il connaît ses classiques, mais loin d'être un doux rêveur, il reste pourtant troublé par cette histoire vieille de 3 siècles. On est en avril 1721, les pirates se retrouvent en rade de Saint-Denis, et là, effectivement, c'est un très gros coup de chance qui se présente à eux, puisqu'ils trouvent un bateau qui est en train d'être réparé dans la rade de Saint-Denis, parce que ce bateau a subi un cyclone, et il est venu se réfugier dans la rade de Saint-Denis. C'est un bateau portugais qui rapatrie en Europe le vice-roi des Indes portugaises, avec toutes les richesses qu'il a pu amasser. Nous sommes donc en 1721, à quelques encablures des côtes réunionnaises. Un équipage de Forban prépare son attaque. À sa tête, Olivier Levasseur, dit Labuse. Ce dernier a la triste réputation de fondre sur ses proies à la vitesse d'un rapace. En ce jour d'avril, il va littéralement humilier la Compagnie des Indes et le gouverneur de Saint-Denis en prenant l'un des fleurons de la flotte portugaise. Labuse ne sait pas encore qu'il va mettre la main sur un formidable trésor. Les pirates, évidemment, vont découvrir toute cette cargaison où il y a donc des étoffes, des objets précieux, des bijoux, de l'or, etc. Et la légende s'est emparée de cette histoire. Quelques jours après cette attaque mémorable, Labuse reprend la mer. Mais qu'a-t-il fait du butin? L'a-t-il embarqué avec lui, avec le risque d'une mauvaise rencontre ou d'un naufrage? Ou l'a-t-il tout simplement dissimulé quelque part sur l'île Bourbon? Pendant près de 10 ans, Labuse se fait oublier. Jusqu'à ce matin de 1730, Olivier Levasseur est fait prisonnier par hasard au nord de l'île Sainte-Marie à Madagascar. Il est aussitôt ramené sur l'île Bourbon à Saint-Paul, où son procès pour crime de piraterie l'attend. Cela fait des années qu'Olivier Fontaine tente de réconcilier la légende avec les faits historiques. Il nous a donné rendez-vous aux archives départementales de Saint-Denis pour nous montrer des documents rares. Devant nous, des correspondances de pirates, des manuscrits évoquant les relations entre l'autorité de l'époque et les Forbans, et surtout, l'extrait du procès qui détaille la condamnation d'Olivier Levasseur. Le Conseil l'a condamné et condamne à faire amende honorable devant la principale porte de l'église de cette paroisse, nu, en chemise, la corde au col et tenant en sa main une torche ardente du poids de 2 livres, et fait sera conduit en la place publique pour y être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive à une potence qui pour cet effet sera plantée à la place accoutumée, son corps mort y rester 24 heures et ensuite exposé au bord de la mer. L'histoire officielle s'arrête ici.
Mais la tradition orale raconte que Labuse, dans un dernier souffle, aurait lancé à la foule une carte au trésor sous la forme d'un cryptogramme. Le mythe est en route, mais pendant des siècles, le formidable butin reste introuvable. Ce célèbre cryptogramme attribué au pirate Levasseur, nous avons retrouvé sa trace à Paris à la Bibliothèque nationale de France. Et plus exactement, dans l'ouvrage d'un certain Charles de la Roncière, conservateur dans les années 30 de la Salle des cartes. Dans son livre, Le flibustier mystérieux, la Roncière propose une traduction du manuscrit à partir de l'alphabet des Templiers. L'écriture parle d'une paire de pigeons, de 2 cœurs, d'un chien turc ou encore d'une femme endormie. Malgré cette traduction, des mots et des phrases entières restent incompréhensibles. Le cryptogramme de Labuse s'avère être un genre de rébus dont la signification reste obscure. À La Réunion, les chasseurs de trésors s'emparent de cette énigme. Ils sont persuadés que le cryptogramme représente la clé du mystère. Chacun y va de sa propre interprétation. Les ravines, ces vallées étroites et profondes, deviennent le lieu de tous les fantasmes. L'écrivain Daniel Vaxeller fait partie de ceux qui pensent que si le trésor a bien existé, alors il se trouve quelque part dans la ravine de la Grande Chaloupe, entre Saint-Denis et Saint-Paul. Pour lui, il n'y a pas de doute. La Réunion, à l'époque, est un véritable coffre-fort pour les pirates de passage. Franchement, si vous êtes un navigateur sur cet océan qui peut être extrêmement violent, très traître, avec des tempêtes qui se soulèvent comme ça d'un jour à l'autre, est-ce que vous prenez le risque d'aller jusqu'à Madagascar avec un bateau un peu mal en point? Si j'avais été capitaine, j'en aurais mis une partie à la caisse d'épargne. On peut très bien jeter l'ancre là pendant quelques heures, mettre ce qui n'est pas périssable, donc l'or, les matières précieuses, etc., dans des coffres, les planquer. Donc l'hypothèse Grande Chaloupe est une hypothèse tout à fait solide pour le trésor de Labuse. Trésor il y a, indice il y a sans doute ici et là. Maintenant, trouver le trésor, c'est une autre affaire. À mon avis, il faut avoir énormément de chance. Faute de pistes sérieuses à La Réunion, le cryptogramme suscite des vocations dans tout l'archipel des Mascareignes. De Maurice à Rodrigue, en passant par les Seychelles et Madagascar, les chercheurs fouillent la terre, creusent des trous, déplacent des roches, en vain. Pour Olivier Fontaine, l'authenticité du cryptogramme de Labuse est peu crédible. Mais cette histoire de trésor pirate reste à ses yeux une énigme, un mélange d'histoire réelle et de rêve. Moi, je ne suis pas devin, je suis historien, donc je dis que tout est possible. On peut trouver des trésors, mais les trésors qu'on trouve, très souvent, quand on regarde, c'est souvent des trésors qui sont sous l'eau et qui résultent du naufrage d'un bateau, par exemple. Et à l'époque, les richesses se sont retrouvées de fait inaccessibles par rapport à la technologie de l'époque. Et aujourd'hui, on replonge sur ces bateaux et tout est là. Mais quelque chose qui serait enterré, encore une fois, je n'y crois pas. Les pirates n'enterraient pas des trésors pour qu'on les découvre 300 ans après. Ils mettaient les choses à l'abri et eux, ou des gens à eux, les récupéraient. Je veux dire, ils s'arrangeaient toujours pour que ça soit récupéré. L'argent ne reste pas comme ça en attente. Ce sont des choses qui sont du domaine, encore une fois, de la littérature, me semble-t-il. Mais ceux qui cherchent encore l'or et les pierres précieuses de Labuse ne s'encombrent pas de l'aspect rationnel des choses. Daniel Vaxeller a bien connu le plus célèbre chasseur de trésors de la Réunion. Joseph Thibeveau, alias Bibic, a consacré toute sa vie à cette quête incroyable, à tel point qu'il en a perdu la tête. Il s'est donné la mort en 1995.
Bibic était un véritable personnage de roman. Quand vous avez quelqu'un qui part comme ça et qui rêve et qui fait rêver les autres à partir d'un petit bout de papier grand comme ça, parce qu'il pense que le trésor est derrière le jardin d'Éden à Saint-Gilles, ou après parce qu'il pense que le trésor se trouve à Étang-Salé ou à tel autre endroit, sont des grands rêveurs, les chasseurs de trésors. Donc ils voient des signes là où d'autres gens n'en verraient pas, ils imaginent, ils se mettent dans la tête du capitaine d'il y a 3 siècles, quand il voulait cacher son trésor et qu'il utilisait des alphabets secrets ou bien des choses un peu ésotériques comme la hauteur de Sirius, la lune à tel moment, etc. Bon. Donc il était complètement à fond là-dedans. La quête du trésor de la Buse ne s'arrête pas avec la mort de Bibic, bien au contraire. Juste avant de quitter l'île de la Réunion, nous avons rendez-vous au cimetière marin de Saint-Paul, devant une tombe. Un groupe d'amis originaires du village de la Possession a récemment trouvé un nouveau sens au cryptogramme. Pour l'instant, ils préfèrent rester discrets. La première piste, c'était donc d'interpréter le cryptogramme non pas littéralement, mais comme une carte géographique. De fil en aiguille, on est tombé sur des éléments frappants, des signes, donc sur le cryptogramme même. Ça nous a finalement emmené sur un endroit précis. Si leur dossier est accepté par les autorités culturelles de Saint-Denis, dans quelques mois, ils comptent organiser des fouilles. On veut à tout prix garder l'anonymat parce que c'est une légende, c'est pas rien, quoi. Donc ça peut attiser d'une part la jalousie. Tout le monde parle d'une malédiction en fait, d'une malédiction qui frappe les chercheurs de ce trésor en particulier, comme on pourrait dire ce qui est arrivé à Bibic. Les chasseurs de trésors savent que dans cette immensité, leurs chances de découvrir les richesses de la Buse sont infimes. Les ravines sont profondes et les roches volcaniques très résistantes. Mais qu'importe, ils participent à leur manière au caractère éternel de ce genre de mythe.